Au sud-est de la Turquie, sur une colline pelée que les paysans kurdes appellent depuis des siècles la colline au nombril, un berger remue la terre avec son bâton et frappe quelque chose de dur. Ce n'est pas une racine. Ce n'est pas une pierre ordinaire. C'est le sommet d'un pilier de calcaire taillé à la perfection, dressé là par des mains humaines il y a 12 000 ans. 12 000 ans. Soit 6 000 ans avant la première pyramide. 7 000 ans avant l'écriture. Et le berger, ce jour-là, ne le sait pas encore, mais son bâton vient de heurter la pierre qui va effondrer toute l'histoire de la civilisation telle qu'on nous l'a racontée. Imaginez un monde sans champs cultivés, sans villages, sans poteries, sans maisons en dur. Un monde où l'homme est un nomade affamé qui suit des troupeaux de gazelles à travers les plaines, qui dort sous des peaux de bêtes, qui n'a jamais empilé une pierre sur une autre pour autre chose que faire un foyer. Ce monde-là, c'est notre monde, il y a 12 millénaires. Et au milieu de ce monde-là, surgit de nulle part un sanctuaire monumental, fait de blocs de 16 tonnes, gravés d'animaux furieux, organisés en cercle parfait, alignés sur les étoiles. Quelqu'un ou quelque chose a construit cela. Et personne ne devrait avoir pu le faire. Les manuels d'histoire que vous avez lus à l'école commencent tous par la même phrase. L'homme s'est sédentarisé, puis a inventé l'agriculture, puis a construit des villages, puis, longtemps après, des temples. C'est l'ordre logique. C'est l'ordre rassurant. C'est l'ordre que tous les archéologues du XXe siècle ont défendu bec et ongle. Sauf que cet ordre est faux. Göbekli Tepe le prouve, pierre après pierre, pilier après pilier. Le temple est venu en premier. Avant les champs. Avant les maisons. Sous cette colline anatolienne, recouverte par une couche de terre que des hommes ont délibérément amoncelée pour faire disparaître leur propre œuvre, dorment au moins 20 enclos circulaires. Seuls 6 ont été partiellement déterrés. Les autres attendent. Et chacune de ces pierres porte quelque chose. Un renard qui rugit, un vautour qui tient une tête humaine entre ses serres, un scorpion gravé avec une précision qui fait froid dans le dos. Ces images ne décorent pas. Elles transmettent un message que des chasseurs-cueilleurs réputés primitifs ont voulu graver pour l'éternité et que nous, 12 000 ans plus tard, ne savons toujours pas lire. Il y a une raison pour laquelle ce site est aujourd'hui considéré comme la découverte archéologique la plus importante du siècle XXI. Il y a une raison pour laquelle des chercheurs sérieux, des hommes qui ont passé leur vie à se méfier des théories spectaculaires, parlent désormais de réécrire le récit complet de l'humanité. Et il y a une raison pour laquelle, si vous écoutez attentivement ce qui suit, vous ne regarderez plus jamais une église, une mosquée, un temple ou même un simple cercle de pierre de la même façon. Parce que tout ce que nous croyons savoir sur l'origine de la civilisation a commencé à s'effondrer le jour où un archéologue allemand obstiné a posé son regard sur cette colline et a murmuré « Ce n'est pas possible ». Octobre 1994. Sud-est de la Turquie, près de la ville de Şanlıurfa, à une vingtaine de kilomètres de la frontière syrienne. Un berger kurde du nom de Savak Yildiz fait paître son troupeau sur une colline aride
que les habitants du coin appellent depuis des générations Göbekli Tepe, ce qui signifie littéralement la colline au nombril du monde. Le sol est sec, les pierres affleurent partout, et personne ne fait jamais attention à cet endroit. C'est un caillou parmi mille autres, dans un paysage qui ressemble à la fin du monde. Mais ce jour-là, le berger remarque quelque chose. Une pierre étrange, tellement régulière qu'elle ne peut pas être naturelle. Il s'approche, gratte la terre avec son bâton, et découvre un bloc de calcaire taillé en forme de T, lisse, droit, parfait. Il en parle au village. Quelqu'un en parle au musée local. Et c'est ainsi qu'une information aussi banale qu'une pierre dans un champ commence à remonter, lentement, à travers les couches administratives turques, jusqu'à atterrir sur le bureau d'un archéologue allemand qui travaille à l'Institut archéologique allemand d'Istanbul. Cet homme s'appelle Klaus Schmidt. Il a 41 ans, une barbe poivre et sel, des lunettes rondes, et la réputation d'être un emmerdeur poli. Il a déjà fouillé d'autres sites en Anatolie, et il a quelque chose que la plupart de ses collègues n'ont pas. Une intuition presque animale pour repérer les anomalies. Quand il lit le rapport sur cette colline étrange, il y a une phrase qui le fait sursauter. Un autre archéologue américain, des années plus tôt, était passé par là et avait noté la présence de fragments de silex, mais avait conclu qu'il s'agissait d'un cimetière médiéval byzantin, sans intérêt. Schmidt n'y croit pas. Quelque chose ne colle pas dans cette description. Il décide de prendre sa voiture et d'y aller voir lui-même. Et ce qui se passe ensuite, dans les heures qui suivent son arrivée sur la colline, va déclencher la plus grande révolution archéologique du siècle XXI. Mais pour comprendre pourquoi, il faut d'abord comprendre une chose. Une chose simple, énorme et complètement contre-intuitive. 12 000 ans avant aujourd'hui, l'homme n'était pas censé être capable de construire ça. Pas du tout. À cette époque, vers la fin du Paléolithique, les êtres humains étaient des chasseurs-cueilleurs nomades. Ils suivaient les troupeaux d'animaux sauvages à travers les steppes. Ils dormaient sous des pots ou dans des grottes. Ils n'avaient pas de village permanent, pas d'agriculture, pas de poterie, pas de métaux, pas de roues, pas de bêtes de somme. Leur outil le plus sophistiqué était une pointe de silex. Et pourtant, sur cette colline turque, Klaus Schmidt va découvrir, en quelques heures de marche et de prospection, des indices qui suggèrent quelque chose d'absolument impensable. Des piliers monumentaux, visibles partiellement à la surface du sol, taillés avec une précision géométrique qui demande des outils, du temps, une organisation sociale et une vision artistique. Des fragments d'os d'animaux mêlés à des éclats de calcaire. Des dépressions circulaires dans le terrain qui suggèrent l'existence de structures enterrées. Et surtout, l'absence totale de traces d'habitation. Ce n'était pas un village, c'était autre chose. Quelque chose de beaucoup plus dérangeant. Le soir même, dans le petit hôtel où il loge à Şanlıurfa, Schmidt note dans son carnet une phrase qu'il répétera plus tard à ses étudiants. Il écrit « Ceci ne devrait pas exister ». Et il ajoute une autre phrase, plus courte, plus brutale. Soit on a tout faux sur l'origine de la civilisation, soit je vais devenir le plus grand idiot de l'archéologie allemande. Il sait, dès cette première nuit, qu'il est en train de regarder dans le visage d'un mystère qui va le dépasser. Mais il ne sait pas encore à quel point. Pour saisir l'ampleur de ce qui est en jeu ici, il faut prendre du recul. Ouvrir n'importe quel manuel d'histoire universitaire publié avant l'année 2000, regardez le chapitre sur les origines de la civilisation, vous y trouverez toujours la même chronologie, présentée comme une vérité scientifique aussi solide que la gravité. D'abord, l'homme invente l'agriculture, vers 9000 ans avant notre ère, dans le Croissant fertile.
Cette agriculture lui permet d'avoir des surplus alimentaires. Les surplus permettent la sédentarisation. La sédentarisation permet la construction de villages. Les villages, en grandissant, deviennent des villes. Et seulement à ce stade, beaucoup plus tard, quand la société est riche et complexe, les hommes commencent à construire des monuments religieux. C'est ce qu'on appelle le modèle classique. Le modèle néolithique. Le modèle qui a structuré toute notre compréhension du passage de l'homme animal à l'homme civilisé. Et ce modèle a un nom de scientifique sacré associé, Vere Gordonchilde, l'archéologue australien qui a popularisé l'idée de la révolution néolithique au début du siècle XX. Pendant 100 ans, presque personne ne l'a remis en cause. C'était l'Évangile. L'agriculture d'abord, le temple ensuite. Toujours dans cet ordre. Logique, évident, définitif. Sauf que Göbekli Tepe vient hurler le contraire. Parce que ce que Schmidt va déterrer, dans les années qui suivent sa première visite, ce sont des structures monumentales construites par les chasseurs-cueilleurs. Des hommes qui ne cultivaient rien, qui ne vivaient pas sur place, qui n'avaient ni village permanent, ni roue, ni métal, ni écriture. Et qui pourtant, 6000 ans avant les pyramides, ont taillé, transporté et dressé des piliers de 16 tonnes pour ériger un sanctuaire qui défie toutes les lois supposées de l'évolution humaine. Le temple n'est pas venu après l'agriculture. Le temple est venu avant. Très avant. Et là, vous devez vous arrêter une seconde. Parce que si c'est vrai, ça veut dire que tout ce qu'on pensait savoir sur les motivations profondes de l'espèce humaine est à revoir. Ce n'est pas l'estomac qui a poussé l'homme à se sédentariser. C'est peut-être autre chose. Quelque chose de plus mystérieux. Quelque chose comme la foi, ou la peur, ou le besoin de répondre à des questions que les animaux ne se posent pas. Et c'est exactement ce que Schmidt va passer le reste de sa vie à essayer de prouver, contre vents et marées, contre ses collègues sceptiques, contre sa propre fatigue. Mais avant d'aller plus loin, il y a 2 questions qu'il faut garder en tête tout au long de cette histoire. 2 questions que je vais résoudre, mais pas tout de suite. La première, pourquoi un site aussi monumental, aussi raffiné, aussi clairement intentionnel, a-t-il été délibérément enterré par ses propres bâtisseurs vers 9600 avant notre ère? Parce que oui, ils l'ont enseveli eux-mêmes, à la pelle, comme s'ils voulaient le faire disparaître. Et la deuxième, qui étaient vraiment ces hommes qui ont gravé sur la pierre, avec un détail effrayant, des serpents, des vautours, des scorpions et des silhouettes humaines décapitées? Gardez ces 2 questions, parce que la réponse à ces 2 questions va vous faire comprendre quelque chose qui dérange, quelque chose que beaucoup d'archéologues préféreraient que vous n'entendiez jamais. Et ce quelque chose, c'est l'idée que l'humanité a peut-être eu, bien avant ce qu'on imagine, des moments de civilisation oubliés, des élans, des chutes, des recommencements. Et que Göbekli Tepe, sous sa colline pelée d'Anatolie, n'est peut-être que la partie visible d'un iceberg dont nous n'avons même pas commencé à mesurer la profondeur. Reculons un peu. Pour comprendre pourquoi Göbekli Tepe est une bombe, il faut comprendre l'histoire qu'on nous a vendue pendant un siècle. Une histoire propre, ordonnée, rassurante, qui expliquait comment l'animal humain est devenu l'être civilisé que nous sommes aujourd'hui. Cette histoire, vous la connaissez sans le savoir. Elle est dans les manuels scolaires, dans les documentaires télévisés, dans les musées du monde entier. Voici comment elle se raconte. Il y a environ 12 000 ans, à la fin de la dernière glaciation, le climat de la planète se réchauffe. Les glaciers reculent, les forêts repoussent,
les troupeaux d'animaux se déplacent. Quelque part dans une région que les archéologues appellent le croissant fertile, qui couvre la Mésopotamie, le sud-est de l'Anatolie et le Levant, des bandes de chasseurs-cueilleurs commencent à remarquer quelque chose. Des céréales sauvages poussent en abondance. Si on les ramasse, si on les conserve, si on en plante quelques graines près de chez soi, on peut peut-être en récolter plus l'année suivante. C'est ce qu'on appelle, depuis vers Gordon Childe, la révolution néolithique. Et c'est censé être l'événement le plus important de toute l'histoire humaine. Plus important que l'invention de l'écriture. Plus important que la machine à vapeur. Plus important qu'Internet. Parce que c'est cet événement-là qui transforme l'homme nomade en homme sédentaire. Qui le fait passer de prédateur à producteur, de cueilleur à fermier, de simple animal à bâtisseur de civilisation. La logique du modèle est implacable. L'agriculture donne des surplus alimentaires. Les surplus permettent de nourrir des gens qui ne sont pas dans les champs. Ces gens-là deviennent artisans, prêtres, soldats, scribes. Les villages s'agrandissent, deviennent des bourgs, puis des villes. Et seulement à ce stade, quand la société est devenue suffisamment riche et complexe, on commence à construire des choses qui ne servent pas directement à manger ou à dormir. On commence à construire des temples, des palais, des monuments. La religion organisée, dans ce schéma, est un produit tardif. Un luxe que les sociétés s'offrent une fois qu'elles ont l'estomac plein. C'est beau, c'est cohérent. Ça correspond parfaitement à ce qu'un esprit moderne, matérialiste, post-industriel est prêt à accepter comme explication. D'abord le besoin, ensuite le confort, et tout au bout, le sens. Sauf que c'est faux. Pas un peu faux. Pas faux dans les détails. Faux dans son ordre fondamental. Parce que sur la colline anatolienne où Klaus Schmidt a planté sa pelle en 1995, on trouve des choses qui ne devraient pas s'y trouver. Des piliers de calcaire taillés avec une précision millimétrée, certains pesant entre 10 et 16 tonnes. Des cercles mégalithiques organisés en plans complexes, avec des piliers extérieurs et un couple de piliers centraux plus grands. Des bas-reliefs sculptés montrant des animaux dangereux, des symboles abstraits, des figures humaines stylisées. Et tout cela daté, par la méthode du carbone 14, à environ 9600 avant notre ère. Soit 2000 ans avant Stonehenge, 6000 ans avant la grande pyramide de Khéops. Mais le détail qui fait perdre le sommeil aux archéologues, ce n'est pas l'âge. C'est l'absence. L'absence d'agriculture, l'absence de poterie, l'absence de maison. L'absence de tout ce qui devrait normalement précéder la construction d'un site monumental selon le modèle classique. Les os d'animaux retrouvés sur place sont tous des os d'animaux sauvages. Gazelles, aurochs, sangliers, cerfs. Pas une trace d'animal domestiqué. Les graines retrouvées sont toutes des graines sauvages. Pas un grain de blé domestiqué. Pas un grain d'orge cultivé. Ce que cela veut dire, en clair, c'est que les hommes qui ont construit Göbekli Tepe étaient des chasseurs-cueilleurs. Purs, bruts, nomades. Ils n'avaient pas de champs. Ils n'avaient pas de grenier. Ils n'avaient pas de troupeaux. Et pourtant, ils ont coordonné un effort de construction qui demandait des centaines, peut-être des milliers d'ouvriers sur plusieurs générations. Sans roues, sans bêtes de somme, sans métal. Avec des outils en silex et en obsidienne, ils ont taillé des blocs de 16 tonnes dans des carrières situées à plusieurs centaines de mètres du site, et ils les ont transportés, dressés, sculptés. Vous saisissez le problème. Si le modèle néolithique classique était vrai, ces gens-là n'auraient même pas dû avoir l'idée de faire ça. Encore moins les moyens. La théorie disait « on construit des temples quand on a le ventre plein ». Göbekli Tepe répond « non,
On construit des temples quand on a quelque chose à dire à l'invisible. Et on apprend à se nourrir ensuite parce qu'il faut bien continuer à venir prier. C'est exactement l'inverse. Et cet inverse, ce simple inverse, fait s'effondrer un siècle de certitudes académiques. Imaginez maintenant à quel point cette nouvelle est dérangeante pour les institutions. Pendant des décennies, des chaires d'université, des manuels, des thèses, des carrières entières se sont construites sur le modèle de Child. Des professeurs ont enseigné cela à des dizaines de milliers d'étudiants. Des musées ont organisé leurs salles selon cette chronologie. Et voilà qu'un Allemand obstiné, dans un coin perdu de Turquie, exhume des pierres qui hurlent que tout ça est à jeter. Vous pouvez imaginer la réception. Pendant les premières années, beaucoup de collègues de Schmitt le regardaient avec un sourire poli. Du genre « il exagère, il a trouvé un site intéressant mais il en fait trop, ce n'est sûrement pas aussi ancien qu'il le prétend ». Sauf que les datations au carbone 14, faites et refaites par des laboratoires indépendants en Allemagne, en Suisse, aux États-Unis, ont toujours confirmé la même chose. 9600 avant notre ère. Voire plus ancien encore pour certaines parties du site. Et au fur et à mesure que les fouilles avançaient, l'évidence devenait écrasante. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas une anomalie isolée. C'était quelque chose de massif, d'organisé, de réfléchi. Une cathédrale de l'âge de pierre, dressée par des hommes qu'on prenait pour des sauvages. Et là, il faut s'arrêter une seconde sur ce que cela implique vraiment. Parce que ce n'est pas seulement une question de chronologie qu'on rectifie. C'est une question d'image de nous-mêmes. Pendant des siècles, on a raconté l'histoire de l'humanité comme une montée progressive depuis la bestialité jusqu'à la spiritualité. D'abord la pierre brute, ensuite la prière. D'abord l'estomac, ensuite l'âme. Göbekli Tepe dit « Non, vous vous trompez de bout. L'âme est venue d'abord. C'est l'âme qui a inventé la civilisation. Pas la civilisation qui a inventé l'âme. » Et vous comprenez pourquoi cette idée dérange. Elle dérange les matérialistes parce qu'elle suggère que les motivations spirituelles sont plus profondes, plus anciennes, plus fondamentales que les motivations économiques. Elle dérange les religieux institutionnels parce qu'elle suggère que la quête du sacré est antérieure à toute leur tradition et indépendante d'elle. Elle dérange les universitaires parce qu'elle envoie au pilon des centaines de manuels. Et elle dérange peut-être chacun d'entre nous parce qu'elle nous oblige à reconsidérer ce que nous croyons savoir sur ce qui fait au plus profond un être humain. Mais nous n'en sommes encore qu'au début de cette histoire. Parce que si on accepte que des chasseurs-cueilleurs aient pu construire ce site, il reste une question qui n'a toujours pas de réponse simple. Comment exactement l'ont-ils fait? Avec quelle connaissance? Quelle technique? Quel chef? Et surtout, qui a allumé la première étincelle? Qui est l'homme, ou la femme, qui un jour s'est levé et a dit aux autres « On va sortir des cavernes et on va dresser des pierres vers le ciel ». Et c'est précisément la question qui a obsédé Klaus Schmitt jusqu'à son dernier souffle. Pour comprendre comment Göbekli Tepe est sorti de l'oubli, il faut comprendre l'homme qui l'en a sorti. Et cet homme n'est pas un héros hollywoodien. Klaus Schmitt n'a pas la classe d'Indiana Jones. Il n'a pas le charisme glacial des grands archéologues britanniques du siècle XX. C'est un type rond, à lunettes, qui parle bas, qui fume trop, qui boit son café noir et qui passe ses étés à transpirer dans une cabane de tôle au milieu d'un désert turc. Il est né en 1953, à Bavière, dans une famille modeste. Très tôt, il développe une obsession pour les pierres. Pas les pierres précieuses, non. Les pierres taillées par les hommes préhistoriques. Les outils de silex, les haches polies, les fragments de gravures néolithiques. Sa mère raconte qu'à 10 ans, il refusait de partir en vacances si on n'allait pas voir un site archéologique. Il faisait collection de cailloux dans des boîtes en carton
qu'il étiquetait avec un sérieux d'adulte. Il étudie à Heidelberg, puis à Erlangen, et il se spécialise dans le néolithique du Proche-Orient. Pendant les années 80, il travaille sur un autre site turc qui s'appelle Nevalychori, à une trentaine de kilomètres de ce qui sera plus tard Göbekli Tepe. Et là, sur ce site, quelque chose va le marquer pour toujours. Les archéologues y découvrent des piliers en T datant d'environ 10 000 ans, des bas-reliefs sculptés, des structures rituelles. C'est la première fois qu'on voit ce type de pilier anthropomorphe. Mais Nevalychori est petit, et il va être englouti par les eaux d'un barrage en 1992. Schmitt assiste impuissant à la noyade du site, et il en garde une plaie ouverte. C'est à ce moment-là, alors qu'il pleure presque la disparition de Nevalychori sous les flots, qu'il tombe sur le rapport oublié d'un archéologue américain des années 60. Un rapport mentionnant une colline étrange, près d'Urfa, avec des fragments de silex en surface et quelques pierres curieuses. L'Américain avait conclu « cimetière byzantin médiéval sans intérêt particulier ». Schmitt, lui, lit ce rapport autrement. Il voit les détails que l'autre n'a pas vus. Les piliers en forme de T qu'il connaît si bien depuis Nevalychori. La densité anormale d'éclats de calcaire. Le silence trop pur du paysage. Il prend sa décision en l'espace d'une après-midi. Il va aller sur place. Il va creuser. Et si la colline lui dit ce qu'il pense qu'elle va lui dire, il consacrera le reste de sa vie à cet endroit. C'est ce qu'on appelle dans son monde parier sa carrière sur une intuition. Beaucoup d'archéologues passent leur vie à fouiller des sites tièdes pour produire des publications tièdes et garder une réputation tiède. Schmitt, à 41 ans, choisit de tout miser sur une seule colline anatolienne. Il sait qu'il va se faire moquer si ça ne marche pas. Il y va quand même. En 1995, il commence officiellement les fouilles, en partenariat avec l'Institut archéologique allemand et le musée de Schannjurfa. Au début, il a peu de moyens. Une équipe réduite, quelques étudiants, des ouvriers locaux qu'il paye lui-même de sa poche quand le budget manque. Et il creuse. Au début, il dégage seulement le sommet des piliers, ce qui suffit déjà à choquer ses collègues. Mais ce n'est rien comparé à ce qui va sortir de terre en les années suivantes. Cercle après cercle, pilier après pilier, animal sculpté après animal sculpté. Il y a quelque chose dans la manière dont Schmitt parle du site, dans les premiers documentaires où il apparaît, qui frappe immédiatement. Cet homme n'est pas dans la communication, il est dans la dévotion. Quand il caresse un pilier sculpté en forme de renard, ses yeux s'allument comme ceux d'un enfant. Quand il explique que les bâtisseurs n'avaient ni écriture ni roue, sa voix tremble un peu. Il dit dans une interview restée célèbre, une phrase qui résume tout son rapport à ce lieu. Il dit « Je ne fouille pas un site, je fouille la mémoire perdue de l'humanité. » Et cette phrase, qui pourrait sonner pompeuse dans la bouche d'un autre, sonne juste dans la sienne. Parce qu'il a payé pour le dire. Pendant 20 ans, il va vivre une moitié de l'année en Allemagne, l'autre moitié en Turquie. Il va supporter la chaleur écrasante de l'été anatolien, qui dépasse parfois les 45 degrés. Il va supporter les visites bureaucratiques, les coupes de budget, les jalousies professionnelles. Il va affronter une presse internationale qui veut toujours des titres sensationnels et qui ne comprend pas pourquoi il refuse de céder aux théories délirantes sur les extraterrestres ou l'Atlantide. Il défend la rigueur scientifique avec une intransigeance presque monastique. Un de ses anciens étudiants raconte qu'un journaliste qui lui demandait si Göbekli Tepe avait pu être construit par une civilisation perdue venue d'ailleurs, Schmitt avait répondu, avec un sourire fatigué, « La seule civilisation perdue ici, c'est la nôtre, et nous étions sur place. » Cette phrase, dans sa simplicité, contient tout son combat. Schmitt ne voulait pas faire de Göbekli Tepe une énigme mystique. Il voulait au contraire restituer aux chasseurs-cueilleurs du néolithique précéramique une dignité que la leur avait refusée pendant des siècles. Pour lui, ces hommes-là n'étaient pas des sauvages chanceux qui auraient bénéficié d'une aide extérieure. C'étaient des humains complets, intelligents, spirituels, capables de penser à très long terme.
Il publie ses premiers résultats à la fin des années 90. La communauté archéologique reste prudente, trop prudente, presque réticente. Il faut attendre les années 2000 pour que les grandes revues internationales commencent à publier les datations. Et là, l'évidence devient indiscutable. Les datations confirment, encore et encore, l'âge stupéfiant du site. Schmitt commence alors à recevoir des invitations partout dans le monde. Il donne des conférences à Berlin, à Londres, à Tokyo, à New York. Il devient, presque malgré lui, le visage public d'une révolution silencieuse. Mais il garde toujours son humilité de fouilleur. Quand il rentre à Göbekli Tepe, il dort encore dans la même cabane modeste. Il continue à manger avec les ouvriers turcs, à apprendre leurs prénoms, à connaître leur famille. Il refuse les hôtels luxueux qu'on lui propose à Sanlurfa. Il dit qu'il a besoin d'être proche de la pierre pour continuer à entendre ce qu'elle a à dire. Et c'est dans cette proximité, presque physique, qu'il développe la grande hypothèse qui va devenir sa marque dans l'histoire de l'archéologie. L'idée que ce n'est pas l'agriculture qui a engendré la religion, mais la religion qui a engendré l'agriculture. Il meurt subitement, le 20e jour de juillet 2014, d'une crise cardiaque, alors qu'il nageait dans une piscine en Allemagne. Il avait 61 ans. Il laisse derrière lui un site dont seulement 5% ont été fouillés. 5%. Le reste, des hectares entiers, dort encore sous la terre. Et c'est peut-être ça, le détail le plus vertigineux de toute cette histoire. L'homme qui a vu ce que personne ne voyait, l'homme qui a sorti de l'oubli la plus grande révolution archéologique du siècle, est parti en sachant qu'il n'aurait jamais le temps de tout déterrer. Il a creusé pendant 20 ans, et il a à peine effleuré le mystère. Mais ce qu'il a déterré suffit pour que nous, aujourd'hui, soyons obligés de poser une question troublante. Que pouvaient bien représenter exactement ces piliers étranges, alignés en cercle, ornés d'animaux dangereux et de symboles indéchiffrables, dressés vers un ciel que ces hommes regardaient avec une intensité dont nous avons probablement perdu le souvenir? La réponse, ou plutôt les pistes de réponse, sont gravées dans la pierre elle-même. Il suffit d'apprendre à les regarder. Imaginez maintenant que vous descendez avec moi dans l'un de ces enclos circulaires que Klaus Schmitt a passé des années à dégager. Vous quittez la lumière du soleil anatolien et vous pénétrez dans un espace contenu, presque protégé, taillé par des hommes morts il y a 12 000 ans. Au sol, un dallage de pierre. Autour de vous, en cercle, des piliers monolithiques de 5 à 6 mètres de haut, taillés en forme de T majuscule. Et au centre de l'enclos, 2 piliers plus grands encore, plus imposants, qui se font face. Comme 2 gardiens, comme 2 figures. Parce que c'est bien de figures qu'il s'agit. Plus on regarde ces piliers, plus on comprend que la forme en T n'est pas un caprice technique. Sur les côtés des piliers centraux, on distingue, gravés dans la pierre, des bras stylisés, longs, fins, qui descendent vers une ceinture bouclée à la taille. Et sur cette ceinture, des pendentifs sculptés. Ce ne sont pas des poteaux, ce sont des corps. Des êtres anthropomorphes monumentaux, sans visage, sans bouche, sans yeux, mais avec une présence qui glace le sang quand on se tient debout entre eux. Qui sont-ils? Schmitt a longtemps hésité. Des dieux? Des ancêtres divinisés? Des chamans mythiques? Des héros fondateurs? Aucune étiquette ne convient totalement, parce que la religion organisée telle que nous la connaissons n'existait pas encore. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à cette époque-là, la frontière entre l'humain, l'animal et le divin devait être beaucoup plus poreuse que dans nos catégories modernes. Ces piliers représentent peut-être une humanité augmentée, idéalisée, mythifiée, qui se tient debout dans le sanctuaire pour servir d'intermédiaire avec quelque chose de plus grand. Et ce quelque chose, on le voit gravé partout autour, dans le bestiaire de pierre. Parce que ces piliers ne sont pas seulement anthropomorphes, ils sont aussi couverts de bas-reliefs. Et ces bas-reliefs ne représentent pas des moutons paisibles
ou des paysages bucoliques. Ils représentent des bêtes dangereuses. Des serpents qui ondulent en colonnes vibrantes. Des sangliers furieux, le groin levé, les défenses sorties. Des renards qui rugissent. Des scorpions aux pinces ouvertes. Des vautours aux ailes déployées. Et, le plus dérangeant peut-être, des silhouettes humaines décapitées, ou plutôt sans tête, comme si le corps avait été offert à l'oiseau. Ce choix d'animaux n'a rien d'innocent. Toutes les créatures représentées sont des prédateurs ou des charognards. Pas une seule gazelle paisible, pas un seul herbivore tranquille. Ce sont des bêtes qui inspirent la peur, qui marquent la frontière entre la vie et la mort, qui dévorent ou empoisonnent. Schmitt parlait d'un univers symbolique de la peur sacrée, une religion préhistorique probablement chamanique où les esprits puissants se manifestaient sous forme animale, et où l'homme, en gravant ces images sur les piliers, cherchait à les apprivoiser, à les flatter ou à les chasser. C'est exactement ce que font encore aujourd'hui certaines cultures traditionnelles qui peignent des animaux totémiques sur leurs masques rituels. Mais il y a un détail particulier qui revient avec une fréquence troublante. Le vautour. Sur l'un des piliers les plus célèbres du site, un vautour est sculpté tenant ce qui ressemble à une tête humaine ronde, comme un ballon de cuir. À côté, des silhouettes humaines acéphales. Et sur d'autres pierres, dans les sépultures contemporaines de la région, on retrouve des os humains qui ont visiblement été nettoyés par des oiseaux charognards avant d'être enterrés. Ce qu'on appelle dans certaines traditions une excarnation rituelle, où le corps du défunt est laissé en hauteur pour que les vautours emportent la chair. Le squelette propre, lavé par le ciel lui-même, devient alors digne d'entrer dans la mémoire des ancêtres. Vous voyez ce qui commence à se dessiner. Göbekli Tepe n'est pas un temple à un dieu unique, comme une cathédrale médiévale. C'est plutôt un théâtre symbolique du passage entre les mondes. Un lieu où la mort, la chasse, la prédation, la fertilité et le ciel se rencontrent dans un langage de pierre. Et ce langage qui nous échappe en grande partie, nous devons accepter que nous ne le comprenons que partiellement. Comme quelqu'un qui essaierait de lire un livre en sanskrit en ne connaissant que 3 mots. On reconnaît les lettres, on devine quelques phrases, mais le sens d'ensemble nous file entre les doigts. Il y a un autre niveau de lecture du site qui a fait couler beaucoup d'encre. Plusieurs chercheurs, après Schmitt, ont remarqué que les piliers semblent disposés selon des alignements qui ne sont pas aléatoires. Certaines équipes pensent même avoir identifié des correspondances avec des constellations visibles dans le ciel anatolien il y a 12 000 ans. Le pilier numéro 43, surnommé le pilier du vautour, contiendrait selon ces hypothèses des images correspondant aux constellations du Cygne, de la Vierge et du Scorpion, telles qu'elles apparaissaient à l'horizon à une date très précise du néolithique. C'est l'hypothèse dite astronomique ou archéo-astronomique. Elle reste discutée. Les archéologues les plus prudents soulignent que des animaux locaux suffisent à expliquer le bestiaire, et qu'il ne faut pas projeter nos cartes du ciel sur des hommes qui ne dessinaient peut-être pas du tout de constellations. Mais d'autres chercheurs insistent sur le fait que les bâtisseurs de Göbekli Tepe vivaient sous un ciel d'une pureté extraordinaire, sans pollution lumineuse, sans urbanisation, et que regarder les étoiles devait représenter pour eux un acte quotidien d'une intensité que nous avons perdue. L'idée qu'ils aient enregistré dans la pierre certains événements célestes, comme un cataclysme cométaire ou un changement dans la position des étoiles, n'est plus considérée comme absurde. Elle est même prise très au sérieux par certains spécialistes du néolithique. Quel que soit le verdict définitif, une chose est certaine. Ces hommes regardaient le ciel et la terre avec une attention que nous, modernes, avons largement désapprise. Ils observaient les passages des troupeaux, les cycles des prédateurs, les phases de la lune, les couchers du soleil derrière les collines. Et ils ont décidé, à un moment donné de leur histoire collective, qu'il fallait fixer cette observation dans la pierre, pas dans le sable, pas dans le bois, dans la pierre.
le matériau qui dure. Le matériau qui dit « Je veux que ce que je sais survive à ma mort ». Et ce détail-là, ce simple détail, en dit énormément sur leur intériorité. Parce que pour graver dans le calcaire, il faut accepter que les générations futures soient les destinataires du message. Il faut concevoir une continuité temporelle qui dépasse sa propre vie. Il faut imaginer un monde qui continue après soi et lui parler par avance. C'est exactement ce que font les religions, les littératures, les arts. C'est exactement ce que nous appelons la conscience symbolique. Et nous étions certains, encore récemment, que cette conscience-là appartenait à des civilisations bien plus jeunes, bien plus complexes, bien plus tardives. Göbekli Tepe nous oblige à reconnaître que des chasseurs-cueilleurs, 12 000 ans avant nous, possédaient déjà cette conscience-là. Avec une intensité sans doute différente de la nôtre, avec un vocabulaire que nous ne connaissons pas, mais avec la même volonté fondamentale, laisser une trace, dire quelque chose à ceux qui viendront après. Or, pour graver dans la pierre, il faut d'abord la déplacer. Et là, on touche à un problème qui n'a, encore aujourd'hui, aucune réponse complètement satisfaisante. Comment quelques centaines de chasseurs-cueilleurs, sans roues et sans bêtes de somme, ont-ils pu hisser des blocs de 16 tonnes en haut d'une colline? Posons le problème en termes simples. Un pilier moyen de Göbekli Tepe pèse entre 10 et 16 tonnes, soit l'équivalent de 2 ou 3 éléphants adultes empilés. Le plus grand pilier identifié sur le site, encore à demi enfoui, mesure plus de 7 mètres de long et pèse, selon les estimations des ingénieurs modernes, environ 50 tonnes. 50 tonnes. Et tout cela a été extrait à la main, transporté à la main, dressé à la main. Sans roue, sans poulie en métal, sans bête de somme domestiquée, sans grue, sans câble d'acier. Faisons une pause sur ce point, parce qu'on a tendance, dans le confort de nos canapés modernes, à oublier ce que cela représente concrètement. Pour extraire un bloc de calcaire pesant 12 tonnes, il faut d'abord identifier la veine de pierre dans une carrière. Sur le site, on a retrouvé les carrières d'origine, à environ 400 mètres en contrebas du sommet de la colline. On y voit encore des blocs à moitié dégagés, abandonnés en cours de chantier, qui montrent la technique. Les ouvriers creusaient des sillons autour du bloc avec des percuteurs en pierre dure, probablement en silex ou en obsidienne, jusqu'à ce que le bloc soit presque détaché de la roche-mère. Ensuite, il fallait l'arracher complètement. Pour cela, on suppose qu'ils utilisaient des coins en bois enfoncés dans des fissures, qu'ils mouillaient pour les faire gonfler. Le bois, en gonflant, exerce une pression énorme et finit par fendre la pierre. Cette technique, antique, est documentée dans des dizaines de cultures à travers le monde. Mais elle prend du temps. Beaucoup de temps. Pour extraire un seul pilier, on parle probablement de plusieurs semaines de travail intensif par une équipe de plusieurs dizaines d'hommes. Et il y a, sur le site fouillé jusqu'à présent, plus de 200 piliers identifiés, sans compter ceux qui dorment encore sous la terre. Une fois le bloc extrait, il faut le déplacer. Et c'est là que les choses deviennent franchement vertigineuses. 400 mètres séparent les carrières du sommet de la colline. 400 mètres en pente raide sur un terrain caillouteux, sec, accidenté. Aucun cheval domestiqué à cette époque. Aucun bœuf de trait, parce que l'élevage n'existe pas encore. Aucune roue, parce que l'invention de la roue ne sera attestée que 5000 ans plus tard, en Mésopotamie. Comment fait-on avancer un bloc de 12 tonnes vers le haut d'une colline avec ces contraintes? Les ingénieurs modernes ont essayé de modéliser le problème. La théorie la plus répandue est celle des rondins de bois. On place le bloc sur des troncs d'arbres coupés à la même longueur qui servent de rouleaux. Des hommes tirent à l'avant avec des cordes en fibres végétales tressées. D'autres poussent à l'arrière, pendant que des ouvriers déplacent en permanence les rondins de l'arrière vers l'avant
pour que le bloc continue d'avancer. Cette technique fonctionne. Elle a été utilisée pour les obélisques égyptiens, les pierres de Stonehenge, les statues de l'île de Pâques. Mais elle exige une coordination presque parfaite, et surtout une main-d'œuvre énorme. Les calculs varient selon les modèles, mais on estime qu'il fallait entre 300 et 500 hommes, travaillant ensemble, pour déplacer un seul pilier de 12 tonnes sur une distance significative. 500 hommes synchronisés, qui tirent au même rythme, qui poussent au même signal, qui obéissent à un ou plusieurs chefs de chantier. 500 hommes qu'il faut nourrir tous les jours, abriter, soigner. 500 hommes qui par définition ne sont pas en train de chasser ou de cueillir pour leur propre subsistance pendant qu'ils travaillent au temple. Vous voyez le problème logistique qui se profile. Parce que ces ouvriers, par hypothèse, ne sont pas des esclaves, le concept de servitude organisée n'apparaîtra que beaucoup plus tard. Ce sont probablement des chasseurs-cueilleurs, venus volontairement de tribus voisines, peut-être convoqués pour des fêtes saisonnières, pour participer à un effort collectif sacré. On a retrouvé sur le site des restes de festins gigantesques. Des os de gazelles, d'aurochs, de cerfs, en quantité énorme. Des vestiges de cuves, probablement utilisés pour brasser une sorte de bière primitive à base de céréales sauvages. Tout cela suggère que les bâtisseurs étaient nourris pendant le chantier par une logistique de festins rituels. On venait travailler, on participait à un repas commun, on dansait, on priait et on repartait. Mais cela ne résout pas le problème de fond. Pour mobiliser 500 hommes pendant des mois, voire des années, il faut une autorité. Une figure ou une institution capable de dire à des bandes nomades dispersées « Venez ici, à telle date, et apportez vos forces ». Et il faut que ces gens-là acceptent de venir. Il faut que ce qu'on leur propose soit suffisamment important, suffisamment puissant, suffisamment sacré, pour qu'ils interrompent leur cycle normal de chasse et de cueillette. Or, dans le modèle classique des chasseurs-cueilleurs, on imagine plutôt des bandes de 20 à 50 personnes, sans hiérarchie marquée, sans chef permanent, sans religion institutionnalisée. Göbekli Tepe nous force à reconsidérer cette image. Soit les chasseurs-cueilleurs du néolithique pré-céramique étaient beaucoup plus organisés que ce qu'on pensait, soit il existait déjà des élites symboliques, des sortes de chamans ou de prêtres rois, capables d'exercer une autorité spirituelle sur de vastes territoires. Soit les deux. Dans les deux cas, on est loin, très loin, de l'image du sauvage solitaire qu'on nous a vendue pendant des décennies. On est en présence d'une société complexe, structurée, capable de planifier sur le long terme, capable de coordonner des centaines d'individus autour d'un projet abstrait. Capable, en un mot, de civilisation. Une fois le bloc arrivé en haut, il fallait encore le dresser. Et dresser un pilier de 12 tonnes en position verticale, dans un trou prévu d'avance, sans grue ni poulie en acier, est probablement la partie la plus dangereuse de l'opération. Un faux geste et le pilier s'effondre, écrasant les ouvriers en dessous. Les techniques utilisées impliquaient probablement des rampes de terre, des leviers en bois et un nombre important de cordes tendues par des dizaines d'hommes simultanément. On glissait progressivement le bloc vers le trou de fondation pendant qu'on soulevait l'autre extrémité, jusqu'à ce que le pilier bascule en position verticale et se cale dans son logement. Et on recommençait pour le suivant. Et le suivant. Et le suivant. Quand on additionne tout cela, on obtient un chantier qui s'étale sur des siècles, mobilisant des générations entières, transmettant son savoir-faire de père en fils, ou plutôt de chaman en chaman. Ce n'est pas un projet ponctuel. C'est un projet civilisationnel. Et c'est exactement ce qui rend Göbekli Tepe si troublant. Parce que jusqu'à présent, on associait ce type de continuité monumentale uniquement aux grandes civilisations historiques. Égypte ancienne, Mésopotamie classique, Empire khmer, Empire inca. Des sociétés avec écriture, avec roi, avec administration. Des sociétés stables, sédentaires, agricoles. Et voilà que des nomades,
des chasseurs aux mains calleuses qui poursuivaient les gazelles dans les plaines anatoliennes, nous prouvent qu'ils étaient capables de la même obstination, de la même vision, de la même foi. Ils ont taillé, transporté, dressé, sculpté pendant des siècles, sans laisser ni trace écrite, ni monument funéraire, ni nom de roi. Ils ont disparu en silence, en emportant leurs secrets. Et ils nous laissent, à nous, le soin de retrouver, sous la poussière, les traces d'une organisation que nous n'aurions jamais imaginé possible. Mais le mystère ne s'arrête pas là. Parce que la grande question n'est pas seulement celle du comment. Elle est aussi, et surtout, celle du pourquoi. Et c'est ici que Klaus Schmitt, après 20 ans de fouilles, formule l'hypothèse qui va changer tout ce qu'on croyait savoir sur l'origine de la civilisation. Une hypothèse simple, terriblement provocatrice, qui va lui valoir aussi bien l'admiration que la méfiance de ses confrères. Il la résume en une phrase qui circule désormais dans toutes les universités spécialisées. Ce n'est pas l'agriculture qui a engendré la religion, c'est la religion qui a engendré l'agriculture. Lisez-la 2 fois, parce que cette phrase, dans sa brièveté, contient un renversement métaphysique qui dépasse largement le cadre archéologique. Reprenons. Le modèle classique disait « d'abord on cultive, ensuite on construit des temples ». La logique sous-jacente était matérialiste. Les besoins du ventre précèdent les besoins de l'âme. L'estomac plein invente l'esprit. Schmitt dit l'inverse. Il regarde Göbekli Tepe et il voit un sanctuaire monumental construit par des chasseurs-cueilleurs, sans agriculture, sans village permanent. Donc pour lui, la causalité est inversée. C'est le besoin spirituel qui a été premier. C'est l'envie de se réunir autour d'un lieu sacré qui a forcé les hommes à inventer ensuite les techniques pour rester sur place et nourrir les masses qui venaient prier. Voyons comment cela aurait pu fonctionner concrètement. Imaginez des bandes de chasseurs-cueilleurs nomades qui, depuis des générations, se rassemblent à intervalles réguliers sur cette colline anatolienne pour des cérémonies saisonnières. Au début, c'est peut-être juste un cercle de pierre modeste, une mémoire orale, un rendez-vous tribal. Puis le rendez-vous prend de l'importance. On commence à construire. Plus on construit, plus le site attire de monde. Plus le site attire de monde, plus il faut de nourriture pour ces rassemblements. Et la chasse seule ne suffit plus. C'est à ce moment-là, selon l'hypothèse de Schmitt, qu'on aurait commencé à expérimenter. Cueillir intensivement les céréales sauvages qui poussent autour, stocker les graines, replanter quelques poignées près des habitations temporaires. Et de cette pression alimentaire, créée par le besoin religieux de nourrir les pèlerins, serait née l'agriculture. Pas par hasard, pas par génie isolé, mais par nécessité spirituelle. Et un détail vient appuyer cette hypothèse de manière troublante. C'est précisément dans cette région du sud-est de la Turquie, à quelques kilomètres seulement de Göbekli Tepe, qu'on a identifié le berceau génétique du blé domestiqué moderne. Le mont Karaçadag, où le blé sauvage a été cultivé pour la première fois, se trouve à une trentaine de kilomètres du site. Cette coïncidence géographique est trop forte pour être ignorée. Le temple le plus ancien de l'humanité et le berceau du blé moderne se touchent presque. Comme si la pierre et le grain étaient sortis de la même matrice. Comme si la même région du monde avait vu naître, presque simultanément, le besoin de monter vers le ciel et la technique de descendre dans la terre. Schmitt a vu cette coïncidence, et il en a tiré une conclusion qui, à mes yeux, est l'une des plus belles intuitions archéologiques du siècle XXI. Il a dit « Ce ne sont pas 2 phénomènes parallèles, ce sont 2 faces de la même révolution. » Maintenant, prenons de la hauteur. Si Schmitt a raison, cela signifie quelque chose de profondément troublant sur notre poids. Cela signifie que ce qui nous a transformés en êtres civilisés, ce n'est pas le calcul économique, ce n'est pas l'optimisation des ressources,
ce n'est pas la logique du marché. C'est autre chose. Quelque chose comme la peur des morts, le besoin d'apaiser les esprits, la fascination pour le ciel étoilé, l'envie de retrouver, en pierre, le visage des ancêtres. Bref, ce qu'on appelle la dimension religieuse au sens large. Cette dimension serait le moteur originel, le déclencheur fondamental, la racine de tout ce qui suivra. C'est exactement comme dans le manuel de stratégie de Steve Jobs quand il a lancé l'iPhone. Il n'a pas vendu un téléphone, il a vendu une appartenance, une foi, une promesse symbolique. Et c'est cette promesse qui a ensuite forcé toute une économie à se réorganiser autour de l'objet. La technique a suivi la croyance, pas l'inverse. Eh bien, à Göbekli Tepe, on assiste peut-être à la version néolithique exacte de ce phénomène. Les hommes croient d'abord. Ils se rassemblent autour de la croyance. Et c'est la croyance qui les pousse à inventer les outils dont ils auront besoin pour soutenir leur croyance. Mais alors, attention, Schmitt n'est pas un mystique. Il ne dit pas que les chasseurs-cueilleurs avaient une religion révélée comme les religions du livre. Il dit qu'ils avaient une expérience du sacré, c'est-à-dire un sentiment profond que certaines choses, certains lieux, certaines images, certains animaux étaient porteurs d'une force qui dépassait le quotidien. Une force qu'il fallait honorer pour que la vie continue, pour que les troupeaux reviennent au printemps, pour que les morts ne reviennent pas hanter les vivants, pour que les étoiles ne tombent pas du ciel. C'est ce sentiment-là, primitif et puissant, qui aurait poussé des bandes nomades à se sédentariser autour d'un sanctuaire commun. Et cette hypothèse, vous la prenez par n'importe quel angle, elle pose des questions vertigineuses. Pour les athées, elle dit « La religion est l'invention humaine la plus ancienne que la roue, plus ancienne que la poterie, plus ancienne que le grenier à blé. » Pour les croyants, elle dit « Votre besoin de transcendance est inscrit dans l'humanité, bien avant n'importe quel prophète, n'importe quel livre sacré, n'importe quelle révélation. » Pour les neuroscientifiques, elle dit « Il y a quelque chose dans le cerveau humain, depuis très longtemps, qui crée du sacré spontanément, sans qu'on ait besoin de le lui apprendre. » Et toutes ces lectures sont compatibles avec les pierres muettes de Göbekli Tepe. Il faut souligner une autre chose. L'hypothèse de Schmitt n'est pas universellement acceptée. Beaucoup d'archéologues continuent à penser que la causalité est plus complexe, qu'il y a eu des allers-retours entre agriculture et religion, que des techniques agricoles précoces existaient peut-être déjà à très petite échelle avant la construction du site. C'est un débat scientifique honnête, et il est loin d'être tranché. Mais ce que tout le monde reconnaît désormais, c'est que le modèle d'avant Göbekli Tepe ne tient plus. La séquence agriculture-village-temple, présentée pendant un siècle comme une vérité presque biologique, est définitivement morte. Quelque chose d'autre se jouait au néolithique. Quelque chose de plus subtil, de plus spirituel. Et nous commençons à peine à entrevoir quoi. Il reste encore une dimension de cette hypothèse qui mérite qu'on s'y arrête. Si la religion a précédé l'agriculture, elle a peut-être aussi précédé d'autres inventions sociales. La hiérarchie, l'autorité morale, la transmission codifiée du savoir. Il faut imaginer, sur le site, des hommes qui jouaient le rôle d'intermédiaires entre les vivants et les ancêtres, entre les humains et les esprits animaux. Des chamans peut-être, des prêtres peut-être, des figures que l'archéologie ne pourra jamais identifier nommément, mais dont les piliers anthropomorphes au centre de chaque enclos sont peut-être les portraits idéalisés. Les ancêtres mythiques deviennent piliers, les piliers deviennent gardiens, les gardiens deviennent règles. Et ainsi naît, peut-être, l'ordre social tel que nous le connaissons. Mais à supposer que tout cela soit vrai, que tout cela tienne debout, il reste un mystère final qui glace le sang de tous ceux qui s'intéressent à Göbekli Tepe. Parce que ce site monumental, ce sanctuaire qui aurait pu donner naissance à la civilisation,
n'a pas été simplement abandonné par ses bâtisseurs. Il n'est pas tombé en ruine lentement, comme tant de temples oubliés à travers les siècles. Il a été enterré, délibérément, méthodiquement. Comme si quelqu'un, à un moment donné, avait pris la décision collective de le faire disparaître. Et personne, à ce jour, ne sait pourquoi. Vers l'an 8000 avant notre ère, soit environ 1600 ans après le début des constructions, quelque chose se produit à Göbekli Tepe. Quelque chose d'inexplicable. Quelque chose qui défie toute logique pratique. Les bâtisseurs, ou plutôt leurs descendants directs, se mettent à enterrer leur propre sanctuaire. Pas à l'abandonner, pas à le laisser s'effondrer doucement sous le poids des siècles. À l'enterrer, activement, à la pelle, à la pioche, à la sueur. Les archéologues ont mis du temps à accepter cette évidence parce qu'elle leur paraissait absurde. Pourquoi enfouir un site monumental qu'on a mis des siècles à construire? Mais les preuves stratigraphiques sont sans appel. Sur les piliers, sur les dallages, sur tout le sol des enclos, on retrouve une couche épaisse de remblais composée de petits cailloux, d'os d'animaux, de fragments d'outils en silex, de cendres et de terre. Cette couche n'est pas un dépôt naturel. Elle est trop homogène, trop épaisse, trop régulière. Elle ressemble à ce qu'on obtient quand des hommes, en grand nombre, transportent des paniers de gravats pendant des années pour combler quelque chose volontairement. Imaginez la scène. Des centaines de personnes, peut-être des milliers, qui pendant des décennies viennent déverser de la terre et des cailloux dans les enclos sacrés que leurs ancêtres ont mis tant de mal à construire. Ils ne renversent pas les piliers, ils ne les détruisent pas. Ils les ensevelissent pieusement, comme on borde un mort dans son cercueil. Quand ils ont terminé, le sanctuaire entier disparaît sous une colline artificielle. Le site devient invisible, anonyme. Une bosse parmi 1000 autres dans le paysage anatolien. Et les générations suivantes oublient ce qu'il y a en dessous. C'est exactement de cette manière que Göbekli Tepe a survécu intact pendant 12 000 ans. Ses propres bâtisseurs l'ont protégé en le cachant. Mais pourquoi? Pourquoi prendre la peine, à l'âge de pierre, alors qu'on n'a même pas de pelle métallique, de cacher quelque chose qu'on a passé tant d'efforts à édifier? Aucune réponse définitive n'existe à cette question. Et c'est précisément cela qui rend Göbekli Tepe encore plus fascinant. Plusieurs hypothèses circulent dans les milieux académiques, et chacune d'elles ouvre une porte sur une histoire profondément troublante. Voyons-les une par une, parce que chaque hypothèse, à sa manière, dit quelque chose de différent sur ce que nous sommes. Première hypothèse, la fin d'un cycle religieux. Selon cette lecture, les bâtisseurs auraient considéré que le sanctuaire avait accompli sa mission spirituelle. Comme un objet sacré qu'on emballe et qu'on range après usage, le temple aurait été enseveli pour clore une époque. Cela ressemble à ce qu'on voit dans certaines cultures traditionnelles, où des masques rituels, des totems ou des objets de cérémonie sont rituellement détruits ou enterrés à la fin de leur vie cérémonielle. L'idée sous-jacente est que la force sacrée d'un objet finit par s'épuiser ou par devenir dangereuse, et qu'il faut alors la neutraliser en la confiant à la terre. Mais à l'échelle d'un site monumental entier, cette pratique est sans précédent. Deuxième hypothèse, un changement religieux profond. Les hommes qui enterrent Göbekli Tepe ne seraient plus tout à fait les mêmes que ceux qui l'ont construit. Une nouvelle vision spirituelle, peut-être centrée sur d'autres divinités, sur d'autres rituels, sur d'autres représentations du sacré, aurait remplacé l'ancienne. Et plutôt que de profaner ou de détruire le sanctuaire des ancêtres, les nouveaux dévots auraient choisi de l'enfouir respectueusement. C'est une transition religieuse silencieuse, sans guerre apparente, sans hérétiques exécutés. Juste un long enterrement, paisible et collectif, d'un monde qui s'efface pour qu'un autre puisse naître. Cette hypothèse cadre bien avec ce que nous savons des grandes mutations spirituelles à travers l'histoire.
Troisième hypothèse, et c'est ici que les choses deviennent franchement étranges, un cataclysme cosmique. Cette théorie a été proposée par plusieurs chercheurs anglo-saxons qui ont remarqué que la date approximative du début de l'enfouissement coïncide avec un événement climatique brutal connu sous le nom de Dryas récent. Vers 9600 ans avant notre ère, le climat de la planète bascule en quelques décennies. Les températures chutent. La sécheresse s'installe sur de vastes régions. Selon certaines hypothèses non consensuelles, ce basculement aurait été déclenché par l'impact d'un fragment de comète sur l'Inlands nord-américain. Si cette hypothèse était confirmée, les bâtisseurs de Göbekli Tepe auraient vécu, ou auraient hérité de la mémoire, d'une catastrophe planétaire qui aurait ébranlé leur cosmologie. Dans cette lecture, l'enfouissement du sanctuaire serait une réponse traumatique. Une manière de dire aux dieux « Nous avons compris, nous arrêtons ». Ou bien « Nous cachons ce que nous avons construit pour qu'il survive à la prochaine catastrophe ». Certains chercheurs vont jusqu'à interpréter le célèbre pilier numéro 43, avec son vautour, ses scorpions, ses formes circulaires, comme un mémorial gravé d'un événement céleste. Une sorte de pierre commémorative pour une comète qui aurait labouré le ciel. C'est spectaculaire, c'est séduisant, et c'est très contesté par la communauté archéologique majoritaire. Mais l'hypothèse refuse de mourir, parce que la coïncidence des dates est intrigante, et parce que le site a quelque chose, dans son atmosphère même, qui évoque une mémoire de fin du monde. Quelle que soit la bonne réponse, un fait demeure incontournable. Les hommes qui ont enterré Göbekli Tepe l'ont fait avec respect, avec méthode, avec un soin presque obsessionnel. Ils n'ont pas brisé les piliers, ils n'ont pas effacé les sculptures, ils n'ont pas profané les bas-reliefs. Ils ont simplement déposé sur tout cela une couverture protectrice de terre et de cailloux, comme on dépose un drap sur le visage d'un défunt. Et c'est ce geste-là, ce geste de tendresse archaïque, qui a permis aux pierres de traverser 12 millénaires intactes en attendant qu'un berger kurde et un archéologue allemand viennent les réveiller. Il y a quelque chose dans cette histoire d'enfouissement volontaire qui résonne avec d'autres mystères archéologiques de la même époque. Parce que Göbekli Tepe n'est pas seul. Dans toute la région du sud-est anatolien, on a identifié d'autres sites contemporains. Karahan Tepe, Sefer Tepe, Hamzan Tepe, Tash Tepeler et plusieurs autres collines encore à peine fouillées. Ces sites partagent le même style architectural, les mêmes piliers en T, le même bestiaire sculpté. Et plusieurs d'entre eux semblent avoir connu, à quelques siècles d'écart, le même destin. La construction monumentale d'abord, puis l'enfouissement délibéré. Comme si une culture entière, étalée sur un vaste territoire, avait pris la décision collective d'enterrer ces sanctuaires. Cette synchronicité culturelle, à grande échelle, est l'un des phénomènes les plus mystérieux du néolithique précéramique mondial. Et à mesure que les fouilles avancent dans ces autres sites, on commence à comprendre que Göbekli Tepe n'est pas une exception isolée. C'est plutôt la pointe la plus visible d'une civilisation oubliée, étendue sur plusieurs centaines de kilomètres carrés, qui aurait fleuri pendant 2 ou 3 millénaires avant de s'auto-effacer. Une civilisation sans nom, sans roi connu, sans écriture, mais avec une cohérence spirituelle et architecturale qui force le respect. Une civilisation qui a vécu, prié, sculpté, festoyé, et qui un jour a décidé de partir en silence, en cachant ses temples sous la terre. Et la grande question qui reste suspendue dans l'air anatolien, par-dessus la colline pelée, par-dessus les fragments de calcaire taillés, par-dessus les ouvriers turcs qui continuent à dégager patiemment les enclos un par un, est cette question vertigineuse. Qu'est-ce qu'ils ont vu, ou qu'est-ce qu'ils ont compris, qui les a poussés à enterrer leur propre œuvre, et qu'est-ce que nous, 12 000 ans plus tard, devrions peut-être commencer à apprendre d'eux.
Reculons une dernière fois pour regarder l'ensemble du tableau. 12 000 ans nous séparent des hommes qui ont taillé ces pierres. 12 000 ans, c'est une éternité à l'échelle d'une vie humaine. Mais c'est presque rien à l'échelle de notre espèce. Homo sapiens existe depuis environ 300 000 ans. Cela veut dire que pendant les 288 000 premières années de notre histoire, des êtres dotés exactement du même cerveau que nous, des mêmes capacités de langage, de mémoire, de symbolisation que nous, ont vécu sur Terre sans laisser de Göbekli Tepe. Et puis soudain, ça arrive. La conscience symbolique se fige dans la pierre, pour ne plus jamais en sortir. Cela pose une question qui devrait nous tenir éveillés la nuit. Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans la tête de ces chasseurs anatoliens pour qu'ils décident un jour de tailler des piliers au lieu de continuer à errer en silence dans les plaines? Quelle pensée nouvelle, quelle vision, quelle peur, quelle révélation a traversé leur monde mental pour qu'ils ressentent l'urgence de marquer la terre de cette façon? Nous ne le saurons probablement jamais avec certitude. Mais Göbekli Tepe nous donne au moins une indication précieuse. La pulsion qui les animait n'était pas alimentaire, n'était pas politique, n'était pas militaire. Elle était spirituelle au sens le plus large du terme. Et c'est là que cette histoire devient personnelle, pour chacun d'entre nous. Parce que cette pulsion-là, cette envie de monter vers le ciel, de représenter des animaux puissants, de fixer une image durable de ce qui nous dépasse, elle ne s'est jamais éteinte. Elle a juste changé de forme. Les piliers en T sont devenus les obélisques égyptiens, puis les colonnes grecques, puis les flèches gothiques, puis les minarets ottomans, puis les gratte-ciels new-yorkais. À chaque fois, c'est le même geste fondamental. Dresser quelque chose vers le haut. Affirmer une présence verticale. Dire « Nous étions là, nous avons regardé les étoiles et nous avons voulu y répondre ». Un autre détail dans cette histoire mérite qu'on s'y attarde. Toutes les grandes civilisations connues racontent, sous des formes différentes, le mythe d'un déluge ancien. Les Sumériens parlaient d'Utnapishtim, les Hébreux parlaient de Noé, les Grecs parlaient de Deucalion, les Indiens parlaient de Manu, les Aztèques parlaient de Tata et Nena. Les aborigènes australiens, les peuples amérindiens, les Polynésiens, les Africains de l'Ouest ont tous, dans leurs traditions orales les plus anciennes, des récits de catastrophes par les eaux ou par le feu qui auraient effacé un monde précédent. Pendant des siècles, on a considéré ces récits comme des fables, de simples élaborations imaginaires sans fondement historique. Mais voilà que Göbekli Tepe vient s'installer pile à la charnière chronologique du Drias récent, ce basculement climatique brutal qui a transformé la planète vers 9600 ans avant notre ère. Et soudain, une question s'impose. Et si les mythes du déluge étaient une mémoire authentique, transmise oralement pendant des millénaires, d'une catastrophe réelle survenue à la fin de la dernière glaciation? Si tel était le cas, les bâtisseurs de Göbekli Tepe ne seraient pas seulement les pères oubliés de la civilisation. Ils seraient aussi des survivants. Des hommes qui auraient vécu, ou qui auraient hérité de la terreur d'un monde précédent englouti, et qui auraient ressenti le besoin de fixer dans la pierre, avant qu'eux-mêmes ne disparaissent, ce qu'ils savaient. C'est une hypothèse, encore une fois, hautement spéculative. Aucune preuve archéologique directe ne montre qu'il y avait une civilisation antérieure à Göbekli Tepe. Mais l'idée que des connaissances aient pu se transmettre oralement sur des dizaines de générations à travers une catastrophe est en train de gagner du crédit dans certains cercles universitaires sérieux. Parce que la mémoire humaine, on le sait désormais, peut traverser des millénaires si elle est ritualisée. Les aborigènes australiens transmettent des récits cohérents sur la montée des eaux à la fin de la dernière glaciation, soit des événements vieux de plus de 10 000 ans. Si eux peuvent le faire, pourquoi pas les ancêtres anatoliens ?
Et c'est ici que je veux poser la question qui me hante personnellement depuis que j'ai commencé à étudier ce sujet. Combien de fois l'humanité a-t-elle déjà oublié? Si Göbekli Tepe a pu disparaître pendant 12 000 ans sous une simple couche de terre, à quelques mètres de la surface, sans que personne ne sache qu'il existait, combien d'autres sites équivalents dorment-ils en ce moment même sous nos pieds? Sous les déserts d'Afrique, sous les forêts d'Amazonie, sous les glaces antarctiques, sous les fonds marins méditerranéens. Combien de cultures préhistoriques ont laissé des traces que nous n'avons pas encore trouvées, ou que nous avons trouvées sans les comprendre? La leçon la plus dérangeante de Göbekli Tepe n'est peut-être pas qu'il existe, c'est qu'il aurait très bien pu ne jamais être trouvé. Un berger qui passe 3 mètres plus loin avec son troupeau, et l'histoire de la civilisation continue à reposer sur le mensonge de la révolution néolithique classique pendant encore un siècle. Nous nous croyons les gardiens d'un savoir cumulatif. Nous nous racontons que la avance toujours en ligne droite, que ce que nous savons aujourd'hui est plus complet que ce que nous savions hier. Mais Göbekli Tepe nous rappelle, avec la brutalité de ces pierres muettes, que notre savoir est partiel, qu'il dépend du hasard, qu'il dépend de la chance qu'a un berger kurde de remarquer une pierre qui dépasse. Notre confiance en nos manuels d'histoire devrait être beaucoup plus humble qu'elle ne l'est. Il y a quelque chose de profondément vertigineux à se tenir, par la pensée, au milieu de l'enclos C de Göbekli Tepe. À regarder ces deux piliers centraux qui se font face, ces deux figures sans visage taillées dans le calcaire, ces bras stylisés qui se rejoignent au-dessus de la ceinture. Ces êtres, quoi qu'ils représentent exactement, étaient là 12 000 ans avant nous. Ils ont vu passer la naissance de l'agriculture, l'invention de la roue, l'éveil des grandes civilisations, la chute de Rome, la construction des cathédrales, la révolution industrielle, le voyage sur la Lune. Ils étaient là. Sous la terre, oui, cachés, oui, mais là. Et ils ont attendu 12 millénaires, patiemment, qu'on vienne les retrouver. Et maintenant que nous les avons retrouvés, qu'est-ce que nous allons en faire? C'est peut-être cela la vraie question que pose Göbekli Tepe à notre époque. Parce que ce site nous oblige à reconsidérer notre place dans le récit de l'humanité. Nous ne sommes pas les premiers à inventer le sacré. Nous ne sommes pas les premiers à dresser des monuments. Nous ne sommes pas les premiers à nous demander pourquoi nous sommes là. Nous sommes les héritiers d'une longue lignée de chercheurs de sens qui s'étend bien plus loin dans le passé que nous ne l'imaginions. Et cette lignée, nous lui devons quelque chose. Au moins le respect. Au moins l'attention. Au moins la curiosité. Klaus Schmidt, avant de mourir, a dit dans une de ses dernières interviews qu'il rêvait du jour où Göbekli Tepe serait reconnu non seulement comme un site archéologique majeur, mais comme un patrimoine spirituel commun à toute l'humanité. Pas seulement aux Turcs, pas seulement aux Européens, pas seulement aux universitaires, à tous. Parce que ces pierres nous appartiennent collectivement. Elles racontent l'histoire de qui nous sommes, en tant qu'espèce, en tant que conscience symbolique, en tant qu'animal qui regarde le ciel et décide d'y répondre. Et ce que je trouve le plus inquiétant dans toute cette histoire, c'est que pendant 12 000 ans, nous avons oublié. Et si on a pu oublier ça, qu'est-ce qu'on est en train d'oublier en ce moment même, sans même nous en rendre compte ?